Durant l'été 2010, on dirait que les routes du Québec se sont transformées en gigantesques chantiers. Ici, sur la rive nord de Montréal, les travaux vont bon train pour prolonger l'autoroute 25 entre Montréal et Laval. Le lien de la 25 qui va relier l'échangeur Anjou à la 25 là, du côté nord, du côté de Laval, c'est du trafic pendulaire. C'est-à-dire des gens qui, soir et matin, vont se servir du pont, de la route, pour aller travailler, pour les études. Donc, par opposition à un trafic de transit. Il y a eu beaucoup d'études, évidemment, là, ça reste à voir lorsqu'on va l'ouvrir, mais je dirais que les prévisions de trafic sont autour de 24 000 véhicules par jour. Pendant ce temps, au sud de Montréal, on s'affaire à construire un nouveau tronçon de l'autoroute 30 qui fera la jonction entre Candiac et Valleyfield. Le projet autoroutier de l'autoroute 30, il divise en plusieurs parties. On a la partie ouest qui totalise 42 km d'autoroute. Ça comprend aussi le réménagement de l'autoroute 530 et de la route 236. Dans ce parcours-là, il y a 32 km spécifiquement de l'autoroute 30. À ça, il s'ajoute un 7 km d'autoroute qui va relier la ville de Salaberry-de-Valleyfield et à partir de la route 201 jusqu'à un autre échangeur de l'autoroute 30. Mais le plus vaste de tous ces chantiers, le plus spectaculaire aussi, est sans aucun doute l'aménagement de la route 175, la fameuse route qui traverse le parc des Laurentides entre Québec et Saguenay. C'est un défi important dans le domaine du génie, de construire une route ici. Premièrement, la topographie. On a les changements de sol. On passe de des milieux où il y a du roc un peu partout, où il y a des sols compressibles. Changement de climat aussi. En haut du parc des Laurentides, il fait beaucoup plus froid qu'en bas. Les écarts climatiques, les périodes de travail. Et puis tout ça, on est loin de la ville, on est loin des grands centres. Donc c'est un gros défi de construire une autoroute dans le contexte actuel. Ces trois chantiers représentent des investissements de plus de 4 milliards de dollars. Ils témoignent aussi de la volonté du gouvernement québécois de redresser la mauvaise réputation des routes du Québec. En 2004, une étude commandée par le ministère des Transports révélait que seulement 62 % des routes de la province étaient considérées en bon état. C'était une des pires performances en Amérique du Nord. Le tiers de notre réseau routier est en bon état, provincial. À peu près le tiers est dans un état acceptable et le dernier tiers est dans un état qu'on peut qualifier de déficient, dépendamment d'où est-ce qu'on se situe. Si on veut prendre comme référence le coût aux utilisateurs, il y a à peu près clairement le tiers du réseau routier provincial qui serait éventuellement à refaire. Pourquoi les routes sont si mauvaises, c'est pas un mystère. Tous les experts reconnaissent que la principale cause du problème, c'est le sous-financement du réseau routier québécois dans les années 1980 et 1990. En 80-90, on a eu un manque d'investissement flagrant, ce qui a fait en sorte que les interventions qu'on n'a pas faites à ce moment-là ont fait dégrader le réseau de façon beaucoup plus rapide. Entre 1977 et 2001, la part du ministère des Transports dans le budget global du gouvernement est passée de 9 % à 3,3 %. Et une partie des taxes payées par les automobilistes a été détournée à d'autres fins. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, une grosse partie de l'argent qui était prélevé à partir de la taxe sur l'essence et probablement de la taxe de l'immatriculation et autres sources de financement n'ont pas été investis dans l'entretien du réseau routier, donc pour assurer sa durabilité, pour protéger l'investissement. Et on se retrouve dans beaucoup de cas où cet investissement a été perdu et la route est à refaire. Au laboratoire des chaussées dans la région de Québec, on dispose de toute une panoplie d'appareils scientifiques pour dresser le bilan de santé du réseau. Les ingénieurs de la direction du laboratoire des chaussées, on se compare à des pathologistes. On nous demande la route est dans tel état, pourquoi, puis c'est quoi le problème.
Depuis 2007, les ingénieurs du laboratoire utilisent un véhicule muni d'un dispositif permettant de détecter les moindres fissures dans la chaussée. On appelle ça le véhicule d'auscultation des chaussées. L'utilité du véhicule est d'aller chercher de l'information sur l'état des routes, la planéité de la route. Grâce à 2 faisceaux laser projetés sur la chaussée, le véhicule d'auscultation recueille un profil précis en 2 et en 3 dimensions. On est très préoccupé par la sécurité, donc on mesure la profondeur des ornières avec des capteurs laser qui nous permettent de le calculer. Et ensuite de ça, avec les mêmes équipements, on détecte la présence des fissures sur le revêtement. On peut en faire une cartographie et estimer jusqu'à quel point la route est fissurée. Toutes ces informations-là sont reprises après pour dire dans quel état est notre réseau routier et sont utilisées par les concepteurs en chaussée pour savoir quel problème existe à telle place ou telle place sur les réseaux routiers. Chaque année, environ 50 du réseau routier québécois est ainsi radiographié par un véhicule d'auscultation, avec une précision chirurgicale. On est rendu avec des profilomètres inertiels qui nous permettent de mesurer le déplacement du pare-choc par rapport à la route, donc à saisir chacune des petites bosses et de le traduire par un indice d'état. Avec ça, on l'a pratiquement à tous les centimètres. Bien entendu, on intègre la donnée sur une plus longue distance. Chaque donnée est localisée avec un GPS, donc on a une localisation très précise sur notre réseau, non seulement des images, mais aussi de la donnée qu'on recueille. Par exemple, on peut détecter à partir du type de fissure, cette route-là a eu énormément de sollicitations par le trafic lourd, donc la structure de chaussée est fatiguée. À un autre endroit, on a tel type de fissure. C'est un problème relié au phénomène de gel. Donc, ça veut dire que notre structure de chaussée est pas assez importante pour prévenir l'effet du gel en profondeur. Donc, à partir de l'ensemble des données, on peut faire des scénarios d'intervention pour choisir la meilleure intervention au bon endroit et au bon moment dans le temps. On a commencé à relever de l'information avec des véhicules de ce type-là fin des années 90, début des années 2000. L'état du réseau routier était ce qu'il était à l'époque. Les analyses qu'ont fait les ingénieurs du laboratoire des chaussées ont confirmé que le réseau routier québécois avait besoin d'un traitement choc. Je pense qu'il faut admettre qu'au Québec, on avait un certain retard par rapport à nos voisins, je dirais de l'Ontario, du nord des États-Unis, du Nouveau-Brunswick, c'est de l'air. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de rattraper de façon, je dirais, exponentielle ce retard-là par les investissements qui sont faits depuis, je dirais, les 5 dernières années. En 2003-2004, vous avez vu apparaître des investissements massifs sur le réseau routier. On a commencé à réparer nos routes, refaire des surfaces, reconstruire des routes qui étaient déjà en très mauvais état. Et l'état du réseau, depuis 2004, la pente descendante qu'on avait s'est inversée et maintenant, on est en progression. Et je pense qu'on est confiant si, avec le même rythme d'investissement qu'on fait actuellement, on va atteindre le niveau qu'on recherche, à savoir 80 de bon état de réseau, qui serait tout à fait comparable à nos voisins. Les milliards investis dans le réseau routier québécois depuis 2004 témoignent de la volonté du gouvernement de redresser la situation. On a un double défi ici. 1, il faut restaurer les routes qui existent déjà. Et 2, il faut en construire de nouvelles qui vont résister au temps. Il faut éviter de refaire les erreurs du passé. Ici, on a une route parfaite, lisse, mais c'est parce qu'ils viennent de la finir, c'est pas comme ça partout. À force de négliger l'entretien des routes, le réseau québécois a une sale réputation. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. De fait, si on remonte quelques décennies en arrière, le Québec a jadis fait figure de pionnier dans l'élaboration et la réalisation des premiers grands réseaux routiers nord-américains. La première autoroute au Québec remonte à 1938. D'ailleurs, on ne parlait pas d'autoroute à l'époque, on parlait de l'autostrade qui allait du cœur de Montréal jusqu'à la pointe ouest de l'île. Puis un an plus tard, en 1939,
Là, on va avoir une autoroute qui va partir de La Prairie, au sud de Montréal, puis qui va aller jusqu'à la frontière américaine. Mais c'est vers la fin des années 1950, avec la construction d'une autoroute reliant Montréal à Saint-Jérôme, que le Québec est véritablement entré dans l'ère de la modernité. L'histoire de l'autoroute des Laurentides, c'est une belle histoire. Il faut savoir qu'au début des années 50, le nord de Montréal, c'est une destination dont tout le monde rêve. Sauf qu'il y a comme route la 11, qui est un cauchemar. Hein? Un cauchemar pour sortir le vendredi soir, pour se rendre dans le nord et pour rentrer à Montréal le dimanche soir. Donc, il y a une pression. Construisons une route qui a de l'allure. Et là, c'est vraiment, on peut dire, l'autoroute des Laurentides, la première véritable autoroute telle qu'on l'entend aujourd'hui, avec double voie, séparée par un terre-plein, autoroute à péage. Ça, c'est à nouveau au Québec. Au moment de l'inauguration de l'autoroute des Laurentides, le Québec est considéré comme un chef de file à l'échelle canadienne pour la qualité et l'étendue de son réseau routier. C'est une revue qui s'appelle le Road Engineering ou quelque chose du genre, classe le Québec et dit que c'est le Québec qui a le plus grand nombre de routes asphaltées au Canada. 24 de nos routes au Québec sont asphaltées en 1959 et ailleurs, c'est 9 C'est étonnant. Mais ça montre que quand même, durant les années 50, le gouvernement du Québec a donné un grand coup. Dans les années 1960, de nombreux tronçons d'autoroutes sont mis en chantier pour accueillir les millions de visiteurs attendus pour l'Expo 67. Mais moi, je dirais que l'annonce d'Expo 67 est probablement la condition la plus importante. Hein? Ça va être vraiment, on commence à imaginer la 40, par exemple, sur la Rive-Nord, l'autoroute Félix-Leclerc. Tu sais, on va ouvrir la portion Berthier-Montréal pour l'Exposition 67. On va construire le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. On va vraiment aménager à une 50aine de kilomètres autour de Montréal tout le réseau routier pour favoriser l'entrée et la sortie des gens de la ville de Montréal au moment d'Expo 67. L'expansion du réseau autoroutier québécois va se poursuivre durant les années 1970 et jusqu'au début des années 1980. Il faut dire que durant les années 1970, la construction routière se calme par rapport aux années 1960. Mais quand même, tu sais, il va y avoir l'autoroute des Cantons de l'Est, il va y avoir, je ne sais pas moi, l'autoroute de la Beauce. Tu sais, il va quand même avoir de la construction de routes, puis même éventuellement le début de la 55, hein, qui va mener de Sherbrooke jusqu'à Grand-Mère. Bon, qui ne sera pas réalisé tout d'un coup, mais on continue quand même à construire un peu, je dirais, par rapport aux années 60. Mais autour de 1979, là, c'est à peu près, je dirais, terminé la construction de routes au Québec, et pour longtemps. De 1980 jusqu'à 2005, le réseau routier a conservé à peu près la même configuration. Mais pendant ces 25 ans, l'achalandage sur nos autoroutes va littéralement exploser. Notre réseau routier a été construit fin des années 60, début des années 70, avec les moyens du temps, les connaissances du temps et la sollicitation du temps. À partir de 1979, et ce, jusqu'en 1997, le kilométrage automobile va doubler dans ce temps-là, 1979-1997, et le kilométrage des camions va tripler. Il y a beaucoup plus de véhicules lourds sur la route, beaucoup plus de matière qui est sur la route. Le matériel, il faut qu'il se transporte, il n'y a pas le choix. Là, peut-être 40 ans, ça se faisait en train, en bateau. Le camion avait moins de longue distance. Ça n'avait pas de bien longue distance. Moi, quand j'ai commencé en 81, chez les États-Unis, à Floride, tout ça, ça commençait à aller loin avec les camions. Là. Après ça, le train a diminué, le bateau a diminué, le camion a rembarqué, puis ça s'est mis à transporter comme ça. L'augmentation fulgurante du transport de marchandises par camion est un facteur important de détérioration de nos routes.
On estime en effet que le passage d'un seul camion cause un dommage à la chaussée équivalent au passage de 30 à 40 000 automobiles. Notre image est bien mal perçue à cause de ça, vu qu'on est gros. Puis, tu sais, on est souvent perçu comme nous autres qui détruit le plus les routes. C'est sûr que les limites de poids, tant qu'à moi, devraient être diminuées au Québec. Quand on parle du piètre état d'une partie du réseau routier québécois, l'autre facteur qui est le plus souvent évoqué est notre climat rigoureux. Disons que dans la province de Québec, si on parle du climat, on parle d'écart de température de moins 30 en hiver, qui peut aller jusqu'à plus 30, plus 35 au niveau de température ambiante. Au niveau de la température du pavage, maintenant, c'est beaucoup plus haut. Dans la partie plus haute du parc des Laurentides, de la réserve, on a des écarts climatiques entre l'été et l'hiver qui sont de l'ordre de 70 degrés au moins. Donc ça a eu des impacts sur différents aspects de la conception, puis différents aspects aussi du choix des composantes, des choix des matériaux qu'on utilise pour la construction de cette route-ci. L'écart sur 12 mois est impressionnant, mais celui observé sur à peine 24 heures l'est tout autant. En hiver, vous pouvez avoir des chutes de température de l'ordre de 25 degrés. Il peut faire facilement plus 10 et demain, il peut faire moins 30, donc c'est assez impressionnant. Oui, certainement que le climat est un facteur important. Le climat est un facteur important parce que le climat crée un rétrécissement des revêtements routiers en surface. Et c'est pour ça que le premier défaut qu'on observe sur nos routes, en fait, ce sont les fissures transversales. C'est parce que ça rétrécit. Donc plus c'est froid, plus ça rétrécit, plus vous allez avoir des fissures transversales. Les écarts de température mènent la vie dure aux routes. Les camions lourds aussi. Mais les ingénieurs québécois peuvent s'appuyer sur la recherche faite ici au Québec pour s'attaquer à ce double défi. Afin d'étudier l'effet du climat et des charges lourdes sur les différents types de chaussées, des chercheurs de l'Université Laval ont créé au nord de Québec un laboratoire routier à ciel ouvert, le CERUL. Dans cette section-ci, il y a plusieurs types d'instrumentation. Principalement, ce qu'on va venir mesurer, c'est un peu les déplacements ici dans l'enrobé bitumineux, la couche de surface. Et aussi, avec un autre appareil qui s'appelle un déflectomètre, on va venir mesurer les déplacements plus en profondeur à chacune des couches de la chaussée, si on veut. Sur 1 kilomètre de route, on retrouve différents capteurs, dont certains uniques au monde. Tout ça enfoui sous l'asphalte. Ça, c'est une plaque qui, grosso modo, vient s'insérer dans une rainure qu'on fait dans l'enrobé bitumineux. Elle se met environ dans cette position-là. C'est une plaque instrumentée avec 20 capteurs à fibre optique. Donc, ces 24 capteurs-là nous permettent de mesurer les déplacements dans les différentes directions dans la couche d'enrobé bitumineux. Ça nous permet d'étudier, entre autres, le bassin de déformation sous le chargement d'un véhicule lourd. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle un capteur qui s'appelle un déflectomètre multiniveau. Un beau petit nom scientifique pour dire qu'on mesure les déplacements à plusieurs niveaux dans la chaussée. Ici, on a 3 autres capteurs qui sont aussi un développement qui a été fait à l'Université Laval, en génie civil. La façon qu'on fonctionne ici, on vient prélever une carotte sur le site. Cette carotte-là, on la ramène en laboratoire, puis dans un atelier d'usinage, on la moule parfaitement pour venir pouvoir insérer ce petit plastique-là ici, qui contient des jauges à fibre optique en croisillon, comme ça. Ensuite, on vient remettre ça en place. Il faut s'imaginer que ça rentre dans la couche puis que ça arrive ici en surface. Et puis, en remettant ça en place, on recolle ça, on referme ça. Les analyses effectuées au CERUL permettent de mieux comprendre comment le passage répété de camions lourds crée un effet que les ingénieurs appellent la déformation de fatigue. Venez mettre un effort sur votre doigt ici, faites-le fléchir comme ça. Le bas de votre main ici, vous sentez que ça tire sur la peau. C'est la même chose sur pour un matériau d'ingénierie qu'on applique une charge. Il y a un camion qui passe ici, le camion est très lourd. L'ensemble de la structure fléchit sous la charge. Lorsqu'il passe un véhicule lourd, la chaussée va fléchir de moins d'1 millimètre lors du passage d'un véhicule lourd. Lorsqu'on répète ça plusieurs fois, l'enrobé va finir par se fatiguer, un peu comme un bout de métal qu'on plie sans arrêt. À un moment donné, tout, il va casser. Et il va y apparaître des fissures dans les traces de roue. Et la chaussée est fissurée, mais à ce moment-là, il faut commencer à sceller la chaussée.
Il existe deux grands mots pour les chaussées. Les fissures d'abord, qui mènent éventuellement à la formation de trous, et l'orniérage, un phénomène qui a pour effet de creuser des sillons qui rendent la conduite plus hasardeuse et provoquent de l'aquaplanage. À la direction du laboratoire des chaussées, ce phénomène de déformation de fatigue interpelle aussi les chercheurs du ministère des Transports. Au cours des 10-15 dernières années, notre méthode de conception des chaussées s'est raffinée. C'est-à-dire que la connaissance du matériau en laboratoire est de plus en plus importante. Donc, ça évolue et maintenant, au cours des 5 dernières années, on a doublé nos durées de vie de conception au Québec. Sur la route 175, on s'approche de la perfection. Avec la collaboration du laboratoire des chaussées, les ingénieurs chargés de la construction de la route ont mis au point un nouveau type d'enrobé particulièrement résistant à la fatigue. Si on a un enrobé anti-fatigue, c'est que le déplacement qui va se produire, l'enrobé est conçu pour tolérer justement ces déplacements-là sans se déformer ou justement se fissurer. Et c'est ça qui a été développé au ministère. Des enrobés plus fins, plus résistants en fatigue, je veux dire en déformation, en tension, qu'on place à la base des systèmes 3 couches comme ça. Cet enrobé à haute teneur en bitume constitue la première de 3 couches d'enrobé qui forment la chaussée de la nouvelle route 175. Le revêtement qui va composer la future route, ça compose de 3 couches d'enrobé distincts. Chacune de ces couches-là a chacun sa fonction. La première couche qu'on voit à la base, c'est un enrobé beaucoup plus fin, très riche en bitume, qui obéit aux déformations qui vont se produire lorsque les véhicules lourds vont passer. Il va obéir aux déformations sans se fissurer. Par-dessus, on a un enrobé qui va apporter de la résistance à la route, un enrobé beaucoup plus grenu, des granulats de 20 mm, une grave bitume GB20, qui est très résistant à la compression. Et juste au-dessus, la 3e couche, ça va être un enrobé qui va avoir des bonnes propriétés de surface. Donc, confort de roulement, nécessité va générer beaucoup moins de bruit, très résistant à l'orniérage et à l'aquaplanage. Chacun des enrobés a sa fonction pour optimiser, si on veut, le revêtement de chaussée. Pour assurer une plus grande durabilité à ce revêtement en 3 couches, les ingénieurs du chantier de la route 175 ont procédé à son épandage avec 2 finisseurs en simultané. En fonctionnant à 2 finisseurs, essentiellement, c'est qu'on va créer un meilleur joint. Le joint entre les 2 travées va être chaude. Si on a juste un finisseur, il doit reculer et recommencer. Le joint entre les 2 va être froid. À ce moment-là, c'est d'une moins bonne qualité. Si on fait 2 finisseurs en chevron qui avancent, le joint entre les 2 travées est chaud, donc parfaitement solidarisé lors de la compacité, lors du compactage. Alors, c'est une bonne méthode. Grâce à ces innovations technologiques, les ingénieurs espèrent prolonger la durée de vie de la route 175. En fait, la conception ici est prévue pour 30 ans. Généralement, la plupart des agences dans le nord de l'Amérique conçoivent des chaussées pour une durée de vie de 20 ans. De plus en plus, avec les développements technologiques, que ce soit des nouveaux choix de matériaux, les nouvelles méthodes pour les mettre en œuvre, de plus en plus, les organisations poussent les designs jusqu'à 30 ans, voire même 40 ans dans le sud des États-Unis. Pour la construction de la route 175, on a choisi de l'asphalte. Pourquoi pas du béton? Le choix entre les 2 revêtements est une question chaude dans le milieu. Quand on compare les autoroutes québécoises à celles des États-Unis, il y a une grande différence. Les Américains choisissent souvent le béton. Ici, la majeure partie du réseau est recouverte d'asphalte. Plusieurs administrations utilisent de façon très étendue les revêtements en béton. Prenons l'exemple aux États-Unis de la Pennsylvanie, 93 de son réseau autoroutier est en béton. L'État de New York, 63 Ici, on en retrouve 4 à l'échelle du réseau complet du ministère des Transports du Québec. Si on ramène ça à l'échelle des autoroutes seulement, c'est 26 Les promoteurs du béton font valoir que la plupart des études démontrent que le béton est plus résistant et plus durable. Si vous mettez une dalle de béton d'une épaisseur suffisante, avec une résistance donnée, eh bien, vous pouvez la faire de façon à ce qu'elle ne brise jamais au point de vue structural. Parmi les avantages du béton, mentionnons le fait que c'est une surface rigide qui résiste beaucoup mieux à l'orniérage et au nid de poule.
le béton de ciment est plus approprié au point de vue technique lorsqu'on a des poids lourds. C'est un type de pavage qui permet de générer des économies sur un cycle de vie de 50 ans qui sont très appréciables, qui permettent de réduire l'entretien. Contrairement au béton, qui est un mélange de pierres concassées et de ciment qui peut être produit localement, l'asphalte est un produit qui contient du bitume, qui est une substance pétrolière. La triste réalité est que l'enrobé bitumineux, lorsque vous le posez, est très beau, mais rapidement, vous avez une évaporation des solvants et une fixation des molécules d'oxygène, qu'on appelle l'oxydation, qui lui fait perdre ses facultés, son habilité à se déformer sans rupturer. Donc il devient dur, il brise, il fissure, il perd sa malléabilité, et puis rapidement, vous avez une fissuration qui se fait. Un des principaux avantages de l'asphalte, traditionnellement, c'est que ce revêtement était plus économique que le béton. Mais la flambée des cours du pétrole ces dernières années a modifié la donne. Au cours des dernières années, particulièrement depuis 2008, le prix du bitume est devenu beaucoup plus dispendieux que celui du béton. De sorte qu'aujourd'hui, les routes en béton sont beaucoup plus intéressantes pour les donneurs d'ouvrages comme le ministère des Transports du Québec. En novembre 2008, le ministère des Transports a commandé une analyse comparative de coûts entre le béton et l'asphalte. Dans chacun des 16 scénarios étudiés, le béton s'est avéré le choix le plus économique. Le ministère des Transports, comme plusieurs autres administrations à travers le monde, a choisi de faire une analyse de coûts-bénéfices. Et la conclusion à laquelle il en est venu, c'est que sur un cycle de 50 ans, il était beaucoup plus rentable de construire nos autoroutes en béton, là où il y a un volume de circulation de véhicules lourds élevé. Suite à l'analyse de coûts-bénéfices faite par le ministère des Transports, il a été décidé d'augmenter le réseau béton de 779 km qu'il était à 1278. Le ministère des Transports favorise donc, ces temps-ci, le revêtement en béton pour les nouveaux tronçons d'autoroute. Mais le bitume n'est pas près de disparaître. De fait, la recherche effectuée en laboratoire a permis de mettre au point de nouveaux types d'enrobés qui sont plus durables et plus résistants grâce à de nouveaux types de bitume. Vous avez en haut différentes éprouvettes dans lesquelles on retrouve du bitume. Ce qui est noir, c'est le bitume. Il y a différents types de bitume, des bitumes avec des ajouts. Il y a eu de l'évolution au cours des 15-20 dernières années. Il y a eu incorporation d'additifs aussi dans les bitumes, qui vient modifier le bitume et le rendre plus performant, soit à basse température, soit à haute température. On a des fioles dans lesquelles on a du bitume avec des polymères. On a des bitumes caoutchouc, etc. Les employés du centre de la chaussée viennent de fabriquer une petite quantité d'asphalte qui va être mise à dure épreuve, un exercice qu'on fait des centaines de fois par année. Chaque entrepreneur qui veut poser son asphalte sur les routes du Québec doit nous envoyer des échantillons de son asphalte, soit les constituants, soit les roches et le bitume. Alors, avec ces deux constituants-là, on recrée la formule en laboratoire et c'est à ce moment-là qu'on va tester. Après avoir fabriqué de l'asphalte selon la recette fournie par l'entrepreneur, on doit mouler un échantillon. L'appareil qu'on a ici s'appelle le compacteur de plaques. Comme son nom l'indique, ça va compacter l'enrobé comme il va être compacté sur le chantier. Puis on place l'échantillon dans un autre appareil qui va tester ses qualités ou mettre en lumière ses défauts. Cet appareil-là s'appelle l'ornièreur de laboratoire. C'est un appareil qui va recréer les conditions climatiques et les conditions de trafic les plus difficiles qu'on va rencontrer au Québec. C'est un appareil qui va chauffer l'intérieur des échantillons qu'on a préparés avec le compacteur de plaques à 60 degrés Celsius. Et lorsque les éprouvettes sont à 60 degrés Celsius, l'appareil va démarrer et on va tester la résistance à l'orniérage de l'enrobé.
En examinant des échantillons de différentes époques, on constate que les chaussées sont devenues de plus en plus résistantes. Un enrobé fabriqué selon les méthodes des années 1960 va souffrir grandement après seulement 100 cycles de roue. 10 fois plus de cycles appliqués sur un échantillon représentatif des années 1970 donnent ce résultat. Plus on avance dans le temps, malgré un plus grand nombre de cycles, les enrobés résistent de mieux en mieux. Et dans 20 ou 30 ans, la route sera plus que résistante, elle sera interactive. Conclusion, malgré ce que l'on peut croire, les routes sont de plus en plus résistantes. La recherche a donc permis de mettre au point des enrobés de meilleure qualité. Mais les techniques d'application de ces enrobés ont aussi connu des améliorations importantes. On l'a vu, le laboratoire de la chaussée s'assure que l'enrobé qui est mis sur les routes de la province répond aux standards. Mais une fois sur un chantier comme celui-ci, de plus en plus, on prend les moyens pour hausser la qualité du travail. Typiquement, lorsqu'on va poser de l'asphalte va partir de la centrale, elle s'en vient au chantier. Et lors du transport, l'enrobé, si on veut, dans le camion, va se refroidir, même si on utilise des bâches là, pour empêcher le transfert de chaleur. Donc, en surface, on va avoir une croûte qui va être plus froide. Elle va passer dans le finisseur, la machine qui pose l'asphalte, et ces lambeaux-là, plus froids, vont se retrouver dans le tapis d'enrobé. Et lorsqu'on va le compacter, ces morceaux froids-là n'auront pas la même densité, la même résistance que l'enrobé qui était plus chaude. Donc, ces hétérogénéités-là dans le tapis d'enrobé vont créer justement des problèmes de comportement. Ce véhicule est un VTM pour véhicule de transfert. Il assure que la surface soit homogène. Alors, en passant ça dans un VTM, dans un véhicule de transfert, on a une grande quantité d'enrobé. Il y a 25 tonnes d'enrobé qui peuvent être malaxées. Donc, les parties chaudes et froides sont remixées ensemble. Donc, on n'a pas de zone froide. Et en assurant une continuité lors de la pause, bien là, on élimine tous ces problèmes-là. On pourrait croire que le VTM a réglé le problème, mais on veut tout de même s'en assurer. C'est pourquoi, durant l'application, on utilise un autre outil moderne, la caméra thermographique. On utilise la thermographie infrarouge qui permet de percevoir justement les différentiels de température d'un seul coup d'œil, ce qui n'est pas perceptible lorsqu'on le voit à l'œil nu derrière le finisseur. Donc, c'est vraiment l'infrarouge qui nous permet de détecter s'il y a des différentiels de température. Et s'il y a des différentiels de température qui sont récurrents, on peut faire les ajustements nécessaires aux équipements pour assurer que ça se corrige. L'accent mis sur la recherche, conjugué aux investissements importants dans les infrastructures routières, devrait donc permettre de construire des routes capables de supporter les rigueurs du climat québécois et la pression exercée par le passage des véhicules lourds. Mais on ne peut pas tout prévoir. Et quand un problème particulier se pose, on peut toujours compter sur le génie québécois pour trouver des solutions. Quand on construit une route ou une autoroute, on doit savoir s'adapter. Le relief et la composition du sol, par exemple. Il faut faire avec et trouver des solutions. Dans le cas du prolongement de l'autoroute 30 en Montérégie, la présence de sols argileux posait un défi de taille aux ingénieurs. Un des problèmes posés par les sols argileux au Québec, c'est qu'ils sont gorgés d'eau, ce qui fait que le sol n'est pas très stable et ne peut supporter de grandes charges. On est sur des argiles dont la capacité portante est très faible. On parle de 20 kPa, c'est 10 fois moins qu'un pneu de véhicule. Donc, le défi que ça comporte, c'est-à-dire que pour tous les ponts d'étagement, il faut monter à près de 11 mètres de haut. Ce 11 mètres-là, c'est du remblai. Ce remblai-là, naturellement, il est trop lourd sur le sol naturel. Quoi faire alors? Deux solutions ont été apportées. D'abord, les ingénieurs du chantier de l'autoroute 30 ont commencé par évacuer l'eau du sol en installant ce qu'on appelle des drains verticaux.
On enfonce des drains verticaux profondément dans l'argile. L'argile, c'est étanche, c'est plein d'eau. Alors, le fait d'enfoncer ça, puis de le mettre à la surface, puis d'en mettre plusieurs au mètre carré, ça permet, avec le poids naturel du sol, à l'eau de sortir de l'argile, qui autrement resterait emprisonnée, et l'argile se tasse pour atteindre son tassement permanent. Une fois les drains verticaux installés, pas question de construire des structures en acier et en béton. Pour alléger les constructions, on utilise des blocs de polystyrène. C'est un produit qui a été lancé dans les années 70 en Norvège, qui est utilisé aujourd'hui partout dans le monde et au Québec. Donc, on met du remblai de polystyrène. C'est du géofoam, c'est un polystyrène expansé, des gros blocs. On va en mettre des milliers ici, sur l'autoroute 30. Ces blocs-là, ils font 2 mètres cubes. Ils pèsent 36 à 45 kilos, là, 80 à 100 livres. Les constructeurs ne sont pas les seuls à trouver des solutions à leurs problèmes. En attendant des routes plus confortables, les camionneurs font aussi preuve de savoir-faire. Comparativement, avant, tu as des lames de ressort, tu as 2 ou 3 lames de ressort qui partent en avant et qui vont jusqu'en arrière. Et là, c'est changé, c'est un nouveau système, ça vient de sortir. C'est une ballonne à l'air avec un choc, comme à l'arrière du véhicule. Sauf que c'est pas commun, ça vient pas de compagnie. Il a été rajouté, puis c'est le jour par la nuit. La lame de ressort est complètement enlevée. Il n'y a plus de lame de ressort pantoute, là. C'est juste la suspension à l'air, le ballon à l'air qui fait la suspension. En plus, c'est indépendant de gauche à droite. C'est meilleur pour la machine, c'est meilleur pour le moteur, c'est meilleur pour tout. Oui. Fait qu'en sa sortie, c'est un de mes chums qui est spécialisé dans la suspension, puis il a inventé ça. Puis moi, j'ai mis ça là-dessus, puis j'ai complètement changé de camion. Un cadran en dedans qui m'indique ma suspension à droite, suspension à gauche. Puis là, je vois fonctionner les aiguilles, ça veut dire que ça travaille en dessous. C'est pour ça qu'on voit l'impact que ça a. Là. Tu veux pas, c'est cellulaire. Ça porte beaucoup mieux, ça, c'est officiel. Mais si tu veux pas pour compenser les routes qu'on a au Québec, c'est extraordinaire. Depuis 2005, le gouvernement québécois a injecté des milliards de dollars pour améliorer l'état des infrastructures routières de la province et redresser la situation. Au cours des 3-4 dernières années, si vous vous promenez sur le réseau routier, on se fait critiquer par le nombre de chantiers et non plus par la qualité de la route qu'on a. Il y a beaucoup d'investissements. On a commencé à réparer nos routes, refaire des surfaces, reconstruire des routes qui étaient déjà en très mauvais état. Et l'état du réseau, depuis 2004, la pente descendante qu'on avait s'est inversée et maintenant, on est en progression. Je crois qu'aujourd'hui, quand on peut se comparer à ce qui se passait dans le temps, les entrepreneurs se sont dotés de laboratoires quasiment aussi équivalents à ce que le ministère des Transports a. On a des laboratoires qui sont allés à la surveillance des travaux. Les équipements comme le VTM, le caméra thermo, donnent la qualité du produit en temps réel. Fait qu'on n'a plus à attendre le résultat le lendemain. Le Québec traîne depuis longtemps la réputation d'avoir les pires routes en Amérique du Nord. Mais les experts nous disent qu'on a atteint le fond du baril au début des années 2000 et que le meilleur reste à venir. Il faut espérer qu'ils ne font pas fausse route.